Tania de Montaigne nous lance un défi, cesser de croire que les Noirs existent. En fait, les Noirs, ce qui m'intéressait, c'est la majuscule. Et puis à vos côtés, bonsoir Tania de Montaigne. Nous allons partir d'une affirmation qui peut sembler, à première vue, énigmatique. Les Noirs n'existent pas. Madame de Montaigne, bonjour. Merci beaucoup de passer du temps avec nous aujourd'hui pour faire une rapide biographie. On rappelle que vous avez touché un petit peu à tout. Vous avez fait du cinéma, Scammer en 2018, de la télévision avec Michel Larocque, toujours en 2018. Au théâtre, vous avez participé à la pièce qui s'appelle Noir en 2016, adaptée d'un livre. Et en parlant de livres, vous en avez écrit 9, dont un qui s'appelle L'Assignation, les Noirs n'existent pas en 2018. Moi, Madame de Montaigne, je vous ai découvert sur France 5 il y a quelques semaines. C'est l'exercice des droits humains. En fait, donc elle bénéficie des droits humains. Et elle n'en bénéficie pas parce qu'elle est blanche, elle en bénéficie parce que c'est un être humain. Et c'est vrai que sur le plateau, vous disiez quelque chose et tout ça, et personne n'osait vraiment vous contredire. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, en 2020, vous cassez les codes? Et qu'est-ce qu'un code aujourd'hui en 2020? En fait, un code, c'est quelque chose qui est admis par tous et qui permet en fait de communiquer les uns avec les autres, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme un code, c'est une élaboration entre vous et moi et tout un tas d'autres gens, ou des gens avant nous, ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est une élaboration, rien ne nous interdit d'élaborer autre chose, ou d'élaborer à partir de ça, ou de réfléchir différemment. Est-ce que par exemple, on peut dire aujourd'hui que les codes et les tabous, c'est un peu la même chose? Et par exemple, est-ce que vous considérez, vous, que le racisme, c'est un tabou en France? Alors déjà, est-ce que les codes et les tabous, c'est la même chose? Moi, je me dirais pas que c'est la même chose. Je pense que l'un peut être dans l'autre, mais c'est pas la même chose. Un code, c'est quelque chose qui est établi, qui peut être verbal ou non verbal, qui fait que vous savez qui je suis ou que vous croyez savoir et vice-versa. Après, dans notre code, on n'est pas obligé de mettre des tabous. On peut se dire, voilà, moi, je vais mettre plein de trucs, vous me reconnaîtrez avec ces trucs-là et vice-versa. Un tabou, c'est justement quelque chose qu'on s'interdit, soit de dire, soit d'aborder, soit de montrer. On n'arrive pas à le dire. Du coup, en parlant de sujets tabous, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est assez tabou en France, qui sont les statistiques ethniques. Martin, je crois qu'il y a une question pour vous. Ouais. Bonjour Madame Montaigne. Récemment, NDIA a rouvert le débat concernant les statistiques ethniques en déclarant qu'elle y était favorable. On sait qu'en France, cette pratique est interdite alors qu'elle est par exemple autorisée aux États-Unis. Êtes-vous favorable à cette pratique? Si vous voulez faire une étude, que vous êtes historien ou sociologue, et que vous voulez faire une étude qui partirait d'un certain type de population et que vous avez besoin de la définir, de travailler autour de cette notion, vous pouvez le faire, il faut juste dire dans quoi ça s'inscrit. Et en fait, si nous, on a cette pratique-là, c'est parce qu'on a une histoire. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a dit, qu'on a accolé quelque chose à côté de personnes, c'est ce qui a permis en fait de déporter tout un tas de gens français et étrangers parce qu'ils avaient été signalés comme étant juifs. C'est pour ça que nous, on a cette histoire-là. L'histoire des États-Unis, elle s'élabore autour de la question de savoir combien de gens sont d'un certain type. Et en l'occurrence, à la base, c'est pas n'importe quel gens qu'on veut compter, c'est évidemment les esclaves. Parce que quand la guerre de sécession se termine et quand on décide que les Noirs sont des citoyens américains comme les autres, tout un tas de lois qui s'élaborent pour continuer à les mettre en citoyens de seconde zone et surtout pour continuer à pas les payer, parce que le sujet c'est ça. C'est-à-dire il y a toute une industrie qui s'est faite sur le fait que des gens soient gratuits et donc maintenant on dit non, maintenant il va falloir les payer comme des Américains, ça n'intéresse pas du tout les industriels du Sud. Donc en fait on essaye d'élaborer quelque chose qui va pouvoir me permettre de continuer à pas payer les Noirs comme je paye les Blancs. Donc je vais compter et en fait je compte à partir d'une base assez simple, c'est qu'en fait, je remonte à l'époque où en fait se termine la guerre de sécession, je peux savoir qu'il y a tant de générations, j'ai encore les bilans comptables de l'esclavage en fait, donc je peux remonter et me dire ok, à partir de ce point-là, tous ces gens-là étaient noirs. Et donc j'élabore tout un tas d'autres choses qui vont avec, notamment un principe qui dit que si vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir pour toute l'éternité. Donc pour moi en fait, c'est pas un tabou les statistiques ethniques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études où on compte. Par exemple, au CSA, on compte sur les personnages de fiction, parce que moi je suis scénariste, et donc en fait, il y a tous les ans un comptage alors on a résolu ça en minorité visible, on va dire. Donc on compte les minorités visibles, mais on compte aussi le nombre d'handicapés, le nombre de personnes selon leur origine sociale. On compte plein de choses. Et en fait, le problème, c'est pas tellement de compter, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là ne soient pas utilisés comme des personnages qui soient des faire-valoir. Vous avez parlé un tout petit peu de George Floyd au début, je voudrais qu'on en parle un peu plus parce qu'évidemment les violences policières c'est un peu quelque chose qui nous concerne nous en tant que jeunes. Bonjour Madame de Montaigne, on en a beaucoup entendu parler là des violences policières. C'est vrai que peut-être les jeunes étaient peut-être pas assez sensibilisés à ça, en tout cas je dirais que personnellement j'y étais très très peu sensibilisée. Et comment est-ce que vous penseriez qu'on pourrait mieux sensibiliser les jeunes, non seulement aux violences policières mais plus largement aux discriminations? Alors il y a deux choses, parce que les violences policières effectivement il y a quelque chose à regarder mais à tout niveau.
parce que en fait, ça fait 1 an et demi qu'il y a des manifestations de gilets jaunes, donc ça fait 1 an et demi qu'il y a des gens qui perdent un œil, un bras, et là, c'est pas une couleur. Donc c'est vraiment, on est sur la question de qu'est-ce que ça veut dire le maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'on attend des policiers, des CRS, des gendarmes. Et moi, je pense qu'en fait, vous mettez le doigt sur un truc important. En fait, personne ne sait à quoi ça sert. C'est-à-dire que si on demande à n'importe qui quelle est la fonction d'un policier par rapport à un CRS, par rapport à un gendarme, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas quel est leur travail, alors qu'en fait, ils nous représentent. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement qu'on reparte de là, parce que eux, c'est nous. Donc à chaque fois qu'ils agissent, ils agissent en notre nom. Je crois que ça serait très important que, à nouveau, on fasse du lien, un policier, un gendarme, un juge aussi, qu'est-ce qu'il fait exactement par rapport à un procureur. Et puis même l'inverse. Moi, je pense que ça serait intéressant que plutôt que de faire un stage de 3e trouvé à l'arrache chez une copine d'un copain, que ça serait intéressant que tout le monde soit obligé de se faire un stage de 3e dans une institution qui nous représente. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va se rendre compte au quotidien de ce qu'est le travail de ces gens. Puis aussi, on va se rendre compte que c'est des gens, parce qu'on dit la police, la justice, mais en fait, c'est des gens. Hein. Donc, c'est nous aussi. Moi, je crois que c'est important qu'on aille voir comment ça fonctionne, qu'ils puissent nous l'expliquer et que ça marche dans les deux sens. Je pense que ça serait intéressant parce que la loi, elle arrive assez tard dans notre cursus scolaire. Hein. Le moment où on va y avoir accès, soit c'est des petites briefs comme ça, mais il n'y a pas vraiment quelque chose dont on peut s'emparer. Or, nul n'est censé ignorer la loi. En fait, on ignore tous la loi. Hein. Sur la question du racisme, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Sur la question des discriminations, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors qu'il y a des choses, hein. Pareil sur la question des agressions. Hein. Quand on a commencé à parler des violences faites aux femmes, par exemple, et du sexisme, on se rend compte que souvent on a l'impression qu'on est démunis. On a l'impression que c'est nous, que oui, j'ai remarqué ça, alors je t'aide parce que je suis sensibilisée, mais en fait pas du tout. Hein. Il y a des lois qui concernent le droit du travail, qui concernent le droit pénal. La seule chose, c'est qu'on les connaît pas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Rokala Diallo. Je sais que vous étiez avec elle sur un plateau télévision il y a quelques semaines. Quitte à alimenter vous-même, d'ailleurs, en revendiquant ce terme-là, à alimenter... Non, je revendique le statut que me donne ma couleur de peau dans une société qui considère que les Noirs doivent être traités différemment. Et du coup, Rokala Diallo a par contre, elle, déclaré quelque chose récemment. Et elle a dit du coup que l'État français produit du racisme. Est-ce que vous êtes de son avis? Après, je ne sais pas ce qu'elle entend par État français, produire, racisme, je pense que je vois à peu près ce qu'elle veut dire, mais la question de produire, je ne sais pas ce qu'elle entend. Si elle entend le fait que l'État français, c'est des gens et que nous sommes tous traversés par le racisme, alors là, je suis d'accord. Mais en fait, c'est la société française et d'ailleurs, c'est les sociétés. On voit bien que là, pourquoi est-ce que tout le monde se sent concerné par ce qui est arrivé aux États-Unis? C'est bien parce qu'en fait, la question du racisme, elle traverse toutes les sociétés. Il n'y en a pas une seule qui soit épargnée. Hein. Là, je suis d'accord. Si c'est pour dire qu'en fait, c'est l'État qui aurait une volonté de générer du racisme, là, en fait, ça se discute parce qu'en fait, ça, je pense que ça se rattache à l'idée qu'il y aurait un racisme d'État. En fait, le racisme d'État, c'est une chose très précise. Hein. Le racisme d'État, c'est quand un État décide, d'un point de vue légal, qu'il y a un certain type de population qui ne sont pas des citoyens comme les autres. Hein. Donc, il y a des lois qui sont produites pour ça. Je voudrais qu'on aborde du coup une dernière fois, avant qu'on parle de votre livre, la question des violences policières avec Jeanne, qui a une deuxième question sur vous, sur les violences policières. Alors, au début, on parlait de l'action des citoyens qu'ils pourraient faire pour être plus sensibilisés à la cause des violences policières, du racisme. Je voudrais savoir, on a entendu aussi parler avant la mort de George Floyd de la polémique avec Camélia Jordana. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même une forme de déni de leur part de ces violences policières? Est-ce qu'ils devraient changer d'attitude par rapport à cela? Moi, je pense que oui, là, je crois que vous employez le bon mot. En fait, il faut changer d'attitude, mais à tout niveau. C'est-à-dire que là, on sent que... moi, je ne connais pas Christophe Castaner, mais bon, je sens bien que là, j'étais étonnée qu'il ait le temps de répondre à une personne qui s'exprime dans une émission, alors que bon, il me semblait qu'il avait quand même pas mal de travail. Donc. Parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir dire... En fait, il se trouve que la déclaration de Camélia Jordana, c'est son propos, avec son ressenti, voilà. Mais ce qui aurait été intéressant pour lui, c'est de se dire, il y a quelque chose dans ce qui est raconté qui, justement, va à l'encontre de ce que l'institution doit être. Parce que l'institution, elle doit non seulement nous préserver, mais elle doit aussi nous permettre d'être libres. Donc, elle doit faire en sorte que quand moi, je décide que ma liberté, elle est beaucoup plus intéressante que la vôtre, en fait, le policier, il a cette fonction-là de dire non, en fait, non. Tu vois, pour que toi, tu sois libre, il faut que l'autre le soit aussi. Donc, il faut qu'on soit à égalité, sinon ça fonctionne pas. C'est ça, normalement, le truc. Il y a des choses qui font que ça entache l'institution. Il faut que cette institution, elle soit solidifiée dans cette idée qu'elle est là pour préserver l'égalité et la liberté. Madame de Montaigne, je voudrais qu'on parle maintenant de votre livre, L'Assignation, les Noirs n'existent pas, paru aux éditions Grasset le 4 avril 2018. Lou, est-ce que tu peux nous parler
de ce livre. Oui, donc Madame de Montaigne, bonjour. Donc dans votre livre, l'assignation Les Noirs n'existe pas, vous défendez que l'idée de groupe qui se cache derrière la majuscule du mot noir réduit les personnes noires à leur couleur de peau. La société fait face à des préjugés tenaces, sans fondement, qui sont véhiculés à propos de tout un groupe de personnes. Et j'aimerais donc vous poser la question, comment démonter ces clichés ? Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites. Vous avez dit ces idées sans fondement. Mais en fait, elles ne sont pas sans fondement. Elles ont un fondement très puissant, en fait, qui s'appelle le 19e siècle et qui s'appelle une espèce de scientisme raciste, en fait. Donc, c'est une élaboration scientifique. Bien sûr, tous les tenants et les aboutissants sont faux, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui donne l'impression, ça paraît juste. En fait, quand on lit, on se dit « Ah bah oui, c'est bien boutiqué », et c'est tellement bien boutiqué que ça nous traverse tous. Et que donc, en fait, c'est pour ça que quand je me suis dit comment réfléchir sans être ni dans le jugement, parce que c'est pas très intéressant, en fait, si vous dites à quelqu'un « Oh, c'est pas gentil de dire ça, les Noirs, ils sont trop sympas », bon, il se passe pas grand-chose. Ou alors, la personne est polie, elle vous dit « Ouais, t'as raison, ils sont vraiment trop sympas ». Donc ça a été toute la politique, en fait, entre les années 80 et 90. L'idée, c'était de dire « Oui, non, touche pas à mon pote ». Donc voilà, donc c'est obliger des gens à croire qu'ils sont potes avec tout le monde. Et moi, si j'ai pas envie d'être pote avec quelqu'un, d'ailleurs, qui soit noir ou je sais pas quoi, du coup, on me disait, disons, t'es pas un peu raciste, toi, tu veux pas être pote avec des gens. Donc, le côté pote, moi, je crois que ça marche pas du tout. Donc, en fait, la chose la plus simple, c'est de se voir être raciste ou de se voir être sexiste, de supporter ça et de se dire, mais pourquoi je pense ça, moi? Attends, c'est bizarre. Pour rester un petit peu sur votre livre, vous avez parlé de l'appropriation culturelle un petit peu. Dimitri, je crois que tu as une question à ce propos-là. Bonjour Madame de Montaigne. Dans votre livre, vous dites que la culture est réduite à une propriété privée qui ne se partage plus. Et la raison, elle en est simple, elle est devenue l'expression de l'origine. Et quand on voit l'affront jugé odieux par les communautés noires de, par exemple, Katy Perry, quand elle arbore des tresses africaine, où elle opère ici une appropriation culturelle. Vous êtes pour ou contre la pratique de l'appropriation culturelle? Mais moi, en fait, je ne crois pas qu'il y a une appropriation culturelle quand quelqu'un se fait des couettes. Parce qu'en fait, personne ne sait, c'est-à-dire en fait, on se base sur le fait que les Noirs font des tresses. Et déjà, quel Noir? Quelle tresse? Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait un comité des Noirs, donc, et surtout un comité des tresses. Donc, il y a des gens qui pourraient dire si toi, tu as le droit, soit toi, tu n'as pas le droit. Mais a priori, si on remonte dans l'histoire des tresses, j'ai peur que, en fait, déjà, les Égyptiens s'en fassent. Et je me demande si, en remontant, il n'y aurait pas encore d'autres gens qui se faisaient des tresses. Donc, la question des tresses, pour moi, elle est vraiment significative du fait qu'il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture de la tresse. Elles ne m'appartiennent pas plus qu'elles ne vous appartiennent. Que les gens se coiffent comme ils veulent, ça ne me dérange pas. Pour moi, l'appropriation culturelle, c'est quand on se retrouve avec une œuvre d'art, par exemple, qui est dans un musée, qui a été volée, et qui se retrouve dans un autre pays. On arrive déjà au bout de nos questions, Madame de Montaigne. Ça a été super vite. On en a une dernière par rapport à votre interview dans Le Point il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Simon, je crois que c'est à toi de la poser. Oui, Madame de Montaigne. Donc, vous avez accordé une interview au journal Le Point dans laquelle vous dites qu'on ne peut pas s'arranger et faire le tri de ce que l'on aimerait garder ou pas. Être français, c'est être le protestant qui a été assassiné à Paris, comme celui qui l'a découpé. C'est être le juif qui est mort à Auschwitz, comme celui qui l'a livré. C'est être le noir qui est mort dans les bateaux, comme l'esclavagiste. Or, l'esclave n'était pas français. On l'a arraché à sa patrie. Ne pensez-vous pas qu'il ne faille, tout d'abord, pour être français, se considérer soi-même comme français, et que de ce fait, l'exemple du noir et de l'esclavagiste ne soit en réalité obsolète? Alors non, parce qu'en fait, ce noir qui est dans les bateaux, c'est Aimé Césaire en fait qui dit ça. Il dit les Antilles se sont inventées dans le bateau. Parce qu'à partir du moment où en fait ces gens ont été arrachés, achetés et qu'ils ont été transportés, déjà en fait c'est notre responsabilité en tant que Français. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des Français qui ont acheté ces hommes et ces femmes. Donc c'est notre responsabilité, c'est dans notre histoire. Nous sommes du côté de celui qui a acheté ces gens. Mais nous sommes aussi du côté de ces gens qui ont été arrachés et qui sont devenus les Antillais, qui sont devenus les Américains noirs, qui sont devenus les Brésiliens. Tous ces gens, à partir du moment où ils ont été arrachés, c'était fini. On leur a tout retiré. Donc, ils ont dû se réinventer ailleurs et c'était terminé. Il n'y a pas eu de retour possible. Donc, aussi cette idée-là que vous dites, qui nous traverse aussi tous, cette idée qu'en fait, tu pourrais rentrer chez toi. Non, c'est faux. C'était terminé. On a inventé autre chose. Et donc, c'est aussi avec ça qu'il faut vivre. Il faut vivre avec cette idée que dès cet instant-là,
c'était fini. Madame de Montagne, on a posé toutes nos questions et je pense qu'on a eu toutes nos réponses largement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez un petit truc à nous dire, un livre qui va bientôt sortir, un film, une série? Pas du tout. Ce que vous devez me souhaiter, c'est que vous allez être des citoyens à 360 degrés et que moi, je vais pouvoir avoir une espèce de retraite de faux folle et faire du badminton aux Bahamas. C'est ça que vous devez me souhaiter. Et bien alors, on vous souhaite un très bon match de badminton aux Bahamas. Merci beaucoup. Merci à vous pour toutes vos réponses. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.